PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie. Vous pouvez vous dire bonjour à vous-même. C'est une bonne manière de commencer la journée. Belle année à vous. Excellente année 2023 à vous également. On va parler de la facture d'électricité et d'énergie plus largement dans votre logement. Je rappelle aussi que toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, que vous en soyez propriétaire ou non, c'est le moment de nous les poser. 0826 300 300, on vous répond dans quelques minutes. Tout de suite, place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec Marc Ezrati, on commence ce premier journal de l'année avec une carte des loyers mise en place par les pouvoirs publics. Et oui, on va désormais savoir si nos loyers sont dans la moyenne de la commune où l'on réside. Mise à jour tous les ans et selon le type de bien, les indicateurs ont été calculés sur la base de plus de 7 millions d'annonces locatives parues entre 2018 et 2022 sur les plateformes du Bon Coin et de Se Loger, tous deux partenaires de l'État dans l'établissement de ces cartes, en collaboration également avec l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Allez, cette semaine, Marc, on a appris la condamnation en appel d'Airbnb après une affaire de sous-location illégale. Exactement, la Cour d'appel de Paris a confirmé mardi dernier la condamnation de la plateforme pour avoir largement contribué à l'infraction commise par une locataire parisienne qui avait sous-loué illégalement son logement. La Cour d'appel a ainsi à nouveau condamné Airbnb solidairement avec une locataire qui avait sous-loué sans autorisation de son propriétaire son logement situé dans le Marais à Paris pendant 534 jours entre 2016 et 2017. Airbnb et la locataire devront verser à la propriétaire la coquette somme d'un peu plus de 32 000 euros. Et effectivement, c'est une sacrée somme. Au Canada, on part au Canada maintenant. Pour lutter contre la pénurie de logements, le gouvernement a pris une mesure radicale. Et oui, les étrangers n'ont plus le droit d'acheter de logements au Canada depuis le 1er janvier dernier et jusqu'en 2025. Une interdiction pour lutter contre la pénurie de logements dans le pays. Des exceptions sont toutefois prévues pour les réfugiés ou les résidents permanents et la loi ne s'appliquera qu'aux résidences en ville. Cette mesure avait été proposée par le Premier ministre Justin Trudeau lors de la dernière campagne électorale en 2021. Son parti avait alors déploré que des investisseurs étrangers tiraient les prix vers le haut, compliquant l'accès à la propriété des Canadiens. Cela dit, certains experts doutent déjà de la mesure car les étrangers ne représentent qu'à peine 5% des propriétaires de logements au Canada. Ils estiment qu'il vaudrait mieux accélérer la construction de logements neufs. C'est aussi un débat qu'on a en France. La conviction d'avoir de la place, surtout en centre-ville. Elle est dans l'Essonne maintenant. Retour en France. Une dispute entre un locataire et son propriétaire et ça a dégénéré. Et oui, à Vigneux-sur-Seine, dans le département de l'Essonne, un propriétaire âgé de 65 ans est mort après avoir été roué de coups par son locataire. Venu réclamer le paiement de ses derniers loyers, le propriétaire a été violemment pris à partie par son locataire, un homme de 35 ans, qui l'a laissé pour mort avant de prévenir les secours qui n'ont malheureusement pas pu ranimer la victime. Interpellé, le locataire a depuis été incarcéré. Allez, on parlait un instant d'impayé de loyer. Attention, une arnaque est très répandue actuellement en France. Les locataires en sont les premières victimes. Et effectivement, ces derniers jours, de nombreux locataires ont reçu un message provenant d'un soi-disant service de gestion locative. Dans ce mail, ce service de gestion indique aux victimes rester dans l'attente du règlement de leur dernier loyer et les invite à mettre à jour les nouvelles coordonnées de leur bailleur. Alors attention, c'est une arnaque, il ne faut surtout pas y répondre et évidemment ne pas donner d'informations sensibles. En cas de doute, il faut tout simplement appeler son bailleur ou l'agence immobilière qui gère le bien pour le compte de son propriétaire. Merci Marc Ezrati. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group, on va parler ce matin de la nue propriété. Marc Ezrati. Exactement. En effet, la vente occupée peut prendre différentes formes. L'une d'entre elles, c'est la vente en nue propriété. En droit français, et pour faire un peu de latin, la pleine propriété d'un bien immobilier comprend l'usus, le fructus et l'abusus. En nue propriété, on le rappelle, il y a démembrement du bien. Ce bien va en effet être décomposé entre deux droits distincts, l'usufruit, l'usus et le fructus, que conserve le vendeur et qui lui permet d'occuper l'usus
ou de le louer, le fructus, et la nue propriété, l'abusus, qui donne à l'acquéreur le droit d'en disposer en le cédant, en le léguant ou en le donnant. En nue propriété, la transaction n'est donc réalisée que sur l'unique nue propriété d'un bien immobilier, alors qu'elle porte sur la pleine propriété dans le cadre d'un viager occupé. Pour résumer, la grande différence de la vente en nue propriété par rapport au viager est qu'elle permet au vendeur de conserver la capacité de louer toute ou partie du bien toute sa vie, ou en tout cas jusqu'au rachat de l'usufruit. Allez, merci Marquez Ratti. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes et on sera en compagnie de Christophe Dupont, notre invité, président de Techway, expert technique de l'habitat. On va parler de chauffage. Comment réduire votre facture alors que les prix du gaz et de l'électricité atteignent des sommets depuis quelques jours. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Vous êtes locataire ou propriétaire, vous avez une question. On y répond dans un instant avec Laetitia Caron. Mais tout de suite, on accueille notre invité Christophe Dupont. Bonjour à vous. Bonjour. Président de Techway. On va parler facture avec Marquez Ratti. Bonjour Christophe Dupont. Bonjour. Et très belle année 2023 à vous. Christophe, le sujet de l'énergie, de la hausse des coûts de l'habitat préoccupe énormément de Français, quasiment la totalité des Français. En tant qu'expert technique de l'habitat, quelles astuces vous pouvez nous donner ce matin pour faire réduire ces factures d'énergie ? Alors, de façon très concrète, quand on vit dans un immeuble, on peut bien sûr faire baisser d'un degré ou deux le chauffage collectif. C'est une première chose. On peut aussi mettre en place une minuterie, par exemple, dans les parties communes et régler les périodes d'éclairage. Enfin, on peut installer un éclairage par détecteur de mouvement dans un parking notamment. Tout ça contribue évidemment à faire baisser la facture d'énergie. Maintenant, ces astuces, en fait, elles permettent de limiter la casse, mais les gains sont pas comparables à des investissements beaucoup plus lourds, tels que par exemple le remplacement d'un système de chauffage vétuste par un système de chauffage à pompe à chaleur, par exemple. Alors, on sait que dans les logements, il y a très souvent des pertes de chaleur. Comment on fait pour les réduire ? Oui, alors là, on parle évidemment d'isolation. Donc, dans un immeuble, en fait, l'isolation est beaucoup plus complexe à gérer que dans une maison. Et souvent, les solutions vont bien au-delà des simples petites astuces faciles à mettre en place. Lorsqu'un immeuble est mal isolé, généralement, les sujets à traiter en priorité sont l'isolation des murs et du toit par l'extérieur. Et on se doute bien que ces travaux sont coûteux et pas toujours possibles techniquement. Dans un immeuble haussmannien, par exemple, on peut pas vraiment travailler sur l'isolation extérieure des murs. C'est pourquoi il faut envisager en fait des actions individuelles en précédant, par exemple, à l'isolation des murs par l'intérieur. Mais Christophe, comment on peut savoir si son logement il est bien isolé ? Alors aujourd'hui, chaque logement, que ce soit une maison ou un appartement, est classé selon une étiquette DPE. En fait, ce classement, il est indiqué systématiquement à l'achat ou au démarrage d'une location. C'est la loi. Donc, en fait, ce classement, il s'effectue selon une grille de performance énergétique qui va de A à G. Sont pris en compte, bien sûr, le niveau de consommation d'énergie, mais aussi l'isolation, les pertes de chaleur. Les logements performants sont classés A et B, très performants et performants, et à l'inverse, ce qu'on appelle les passoires thermiques sont classés F et G. Alors, Christophe, quand on habite en appartement dans une copropriété, il y a donc des actions qui dépendent de la copro, avec l'autorisation de l'Assemblée générale, et d'autres actions que le propriétaire peut faire tout seul, sans avoir justement cette autorisation de l'Assemblée générale de copro. Oui, par exemple. En fait, dès que vous touchez à l'infrastructure commune ou les équipements collectifs, en fait, notamment les murs porteurs, par exemple, la toiture, la charpente ou le chauffage central, la décision incombe à la copropriété et passe par un vote en AG. C'est pourquoi, par exemple, l'isolation des murs par l'extérieur passe forcément par une AG. Par contre, si vous voulez remplacer un ballon d'eau chaude, un convecteur électrique, isoler les murs ou le plafond par l'intérieur, tout ça, ce sont des décisions qui sont prises à titre individuel et on peut donc agir immédiatement sans devoir attendre, en fait, un vote en AG qui souvent est un peu long. Alors justement, on va parler astuces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simple et rapidement pour réduire, pour dépenser moins en fait ? Alors déjà, en fait, il y a une chose qui est importante quand on parle d'isolation, c'est que le logement doit rester extrêmement bien ventilé. En fait, il ne faut pas fermer les bouches d'entrée d'air en se disant comme ça il fera plus chaud. Si vous sentez néanmoins qu'il y a de l'air froid qui rentre au niveau des fenêtres, par exemple, vous pouvez toujours refermer ce courant d'air par un joint adhésif. S'il s'agit d'un bas de porte, vous pouvez poser un balai de porte. Ça, c'est des choses qui se font de façon très simple soi-même. Ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que pour
repérer les courants d'air, en fait, il y a une bonne méthode qui consiste à utiliser une bougie. Parce que la flamme de la bougie, elle est très sensible, en fait, au mouvement de l'air. Et donc, ça permet vraiment, en circulant dans les pièces, de détecter, d'identifier rapidement d'où viennent les entrées d'air froid. D'accord. On a aussi des matériels comme les radiateurs. Comment on peut les rendre plus efficaces ? Alors déjà, les radiateurs, première chose importante, c'est de s'assurer que l'espace devant les radiateurs est libre pour permettre une bonne circulation de la chaleur. Donc il faut commencer par retirer les piles de magazines qui sont posées dessus, et aussi il faut penser à les dépoussiérer, parce que la poussière en fait réduit fortement l'efficacité d'un radiateur. Si vous avez un chauffage collectif, l'idéal est de pouvoir régler le chauffage en fonction des besoins et des uns et des autres. Pour ça, en fait, la copropriété, elle peut faire poser une tête thermostatique sur les radiateurs pour mieux maîtriser la consommation individuelle. Et enfin, si vous avez des convecteurs électriques de première génération, ce qu'on appelle souvent des grippins, là, il est vraiment temps d'en changer pour mettre en place des radiateurs, ce qu'on appelle des radiateurs à inertie ou à panneaux rayonnants. Christophe, ça vous a pas échappé, hein, les copropriétés reçoivent de plus en plus leur nouvelle échéance de gaz, hein, leur nouveau contrat de gaz. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces copros dont le contrat arrive à échéance ? Alors, le sujet est assez compliqué parce qu'en fait, en ce moment, ça bouge énormément dans un sens et dans l'autre. Oui, on l'a encore entendu ce matin. Voilà. Et donc, en fait, en gros, les copropriétés dont le contrat arrive prochainement à échéance, elles ont des probabilités élevées de voir augmenter leur facture, même avec le bouclier tarifaire. Mais comme ça bouge très vite, on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc, le mieux, c'est de démarrer, si on démarre avec un nouveau contrat, c'est d'opter pour des contrats qui sont courts, pour ne pas s'engager dans la durée. De mon point de vue, en fait, il est vraiment dangereux aujourd'hui de vouloir parier soit sur une baisse, soit sur une hausse dans les prochains mois. Et je pense que le contrat le plus adapté finalement à la situation d'aujourd'hui, c'est un contrat à prix qui est indexé et qui permet de suivre le marché et donc de payer le juste prix. Christophe Dupont, où on vous a également invité ce matin parce que vous venez de publier chez Bréal un bouquin rénover, optimiser et valoriser son logement. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Bon, on y trouve des réponses en fait aux questions que beaucoup de gens se posent, à savoir comment tirer le meilleur de mon logement pour me sentir bien, comment gagner des mètres carrés, comment le valoriser pour en obtenir le meilleur prix. En fait, toutes des thématiques que moi et mes équipes, en fait, on a abordées. On a ainsi 20 thématiques autour de cette notion de valoriser son logement. Et donc la rénovation énergétique, pour vous, c'est le grand sujet de l'année 2023. Moi, je pense, parce que le prix de l'immobilier reste extrêmement élevé et donc il est important plus que jamais, en fait, de savoir tirer le meilleur de son investissement. Merci, Christophe Dupont, d'avoir consacré quelques minutes ce matin avec nous, d'avoir fait le déplacement dans les studios de Sud Radio. On rappelle l'ouvrage Rénover, optimiser et valoriser son logement, c'est paru chez Bréal by Studyrama. Et puis je précise d'ailleurs qu'on va retrouver Laetitia Caron pour le coaching IMO dans quelques instants. On rappelle toujours le numéro de téléphone 0826 300 300. Vous êtes nombreux à appeler, vous avez beaucoup de questions, ça tombe très bien. On a plein de réponses à vous apporter avec Laetitia Caron, mais tout de suite, on place au témoin de la semaine. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Qui n'est autre qu'une femme qui a choisi de s'épanouir dans l'immobilier après une première vie d'équithérapeute. Bonjour Virginie Guigard. Bonjour Marc. Alors Virginie, avant de vous épanouir dans l'immobilier, on en reparlera tout à l'heure, vous avez connu une première vie totalement différente après des études de psycho et un diplôme d'équithérapie. Vous avez travaillé au contact des enfants en situation de handicap ou en difficulté pendant quelques années. Équithérapeute, c'est quoi comme métier ? Alors, l'équithérapie, c'est considéré comme un soin psychique, alors parfois même physique, qui utilise le cheval comme médiateur. En d'autres termes, si vous voulez, c'est mettre en relation les personnes qui sont en difficulté psychologiquement ou porteuses de handicap, donc plus particulièrement les enfants, en contact avec un cheval. Après, il y a différentes sortes d'équithérapie. Il y a l'hypothérapie, donc où on travaille beaucoup plus la relation, on va dire, de toucher, de pansage avec le cheval. Il y a l'équithérapie, où là, on pratique, on va dire, des séances d'équithérapie, d'équitation plutôt adaptées, et puis une équitation avec des exercices plus simples pour des enfants qui seraient un peu plus valides. Voilà. Le cheval, ça a vraiment des vertus thérapeutiques sur les enfants ? Alors oui, tout à fait. Après, le cheval, ça a des vertus, je vais même dire soignantes, de différentes manières. Après, attention, il n'est pas le thérapeute.
il est le tierce en fait. C'est un outil qu'on utilise en tant que thérapeute parce que il est non jugeant du fait que d'abord c'est un animal donc il n'a pas la parole et il permet effectivement de créer une interface en fait entre le patient et son thérapeute. Donc il faut pas oublier aussi que ça reste un sport donc ça travaille en même temps la motricité. Donc c'est effectivement pratique. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté cette activité qui semblait quand même vous plaire ou qui, à mon avis, vous plaît toujours? Oui, tout à fait. Alors après, être au contact du handicap pendant plusieurs années, quasiment 15 ans, ça essouffle. Il faut être honnête, c'était compliqué, ça devenait on est aussi des êtres humains donc, voilà. Oui, aussi les centres équestres qui n'étaient pas forcément toujours très ouverts à l'activité. Ça fait, je vais prendre un petit coup de vieux, mais ça fait quand même une bonne vingtaine d'années bien passées, dirons-nous. Donc effectivement, c'était pas connu, c'était pas reconnu. Donc oui, c'était assez compliqué de se faire sa place. Et pour tout ça, effectivement, j'ai bifurqué. Alors justement, en 2016, vous avez décidé d'acheter une maison ou de faire construire et vous avez alors été prise de passion, vous êtes prise de passion pour la recherche du terrain, pour la visite de maison, pour la visite également en mairie. C'était aussi, vous l'avez dit, l'occasion, un moment charnière en tout cas dans votre vie. Après 15 ans au contact de handicap, ça commençait donc à vous épuiser sentimentalement, vous l'avez dit. Comment s'est passée votre conversion dans l'immobilier ? Eh bien, ça s'est très bien passé. En fait, j'ai trouvé un second souffle. C'est vrai que ça m'a plu. Je me suis amusée à faire ça. Et au final, il me fallait une activité qui me permette aussi de garder une liberté pour mes enfants et puis garder quand même un salaire. Parce qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Il fallait que je paye comme tout le monde mon loyer. Les énergies, etc. Donc je voulais pas non plus foncièrement reprendre des études. Et puis l'immobilier s'est imposé à moi, comme vous l'avez dit. En recherchant ma nouvelle maison, j'ai intégré un réseau qui s'appelle IAD, d'indépendants en immobilier. Maintenant, je suis sur l'Essonne et vraiment j'aime ce que je fais. C'est vraiment devenu une passion. Ouais. Alors, je rappelle, vous avez déjà accompagné près de 300 familles. Aujourd'hui, vous développez votre réseau encore un peu plus, et même jusqu'aux États-Unis. Rapidement, c'est un nouveau challenge ? Complètement. C'est aussi l'avantage d'être chez IAD, c'est qu'il y a plusieurs métiers en fait. J'ai commencé en tant que conseillère en immobilier, ce que je pratique aujourd'hui, parce que je pense quand même que on a besoin d'être sur le terrain pour pouvoir effectivement former et manager des gens. Donc là aujourd'hui, j'ouvre à l'international mon réseau en fait d'indépendants que je me crée, et j'ai une équipe aujourd'hui qui est autour de moi, un peu sur toute la France, un peu en Espagne. Je commence aussi l'Italie, donc c'est aussi l'avantage de notre réseau, c'est qu'on peut s'ouvrir un peu partout et dans un métier différent que le conseil en immobilier. Bonne chance à vous en tout cas, Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle journée, très belle année à vous. Et bonne continuation à vous en tout cas. Joli parcours que vous nous présentiez sur Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, vos questions, nos réponses sur l'immobilier, c'est avec Laetitia Caron, c'est dans un instant sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et Laetitia Caron qu'on accueille. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Avec vous Laetitia, on va parler immobilier sur Sud Radio et au 0826 300 300 on retrouve tout de suite Caroline. Bonjour à vous Caroline. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avec Marc Ezrati sur Sud Radio. Bonjour Caroline. Qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors, je vous appelle parce que je me suis séparée de mon conjoint récemment avec qui j'étais pacsée. Nous avons acheté une maison fin 2017 dans les Hauts-de-Seine. Et aujourd'hui, donc lui est resté dans la maison et suite à la séparation, il souhaite me racheter mes parts. Donc en 5 ans, je pense que la maison a pris de la valeur et je ne sais pas comment faire pour l'estimer et me mettre d'accord avec lui sur la valeur et les démarches à effectuer. Donc du coup, je me demande comment faire sur le plan administratif, quelles sont les démarches et combien cela peut coûter. Ouais. Laetitia Caron, bonjour. Bonjour Marc. Les questions de Caroline, elles concernent malheureusement beaucoup de Français chaque année. Oui, en effet, malheureusement, c'est un sujet qui concerne pas mal de personnes et qui est pas souvent abordé. C'est-à-dire que c'est souvent la grande question, comment finalement on évalue la valeur de la maison aujourd'hui. Alors du coup, quelles
ce qu'on peut conseiller à Caroline? Alors, bon, on va déjà démarrer par l'évaluation, parce que Caroline avait 2 questions, si j'ai bien compris, l'évaluation et les démarches à effectuer. Donc, sur l'évaluation, déjà, la première erreur, c'est de ne pas partir sur son prix de revient ou le montant dont on a besoin. Parce que souvent, quand on se sépare, chacun prend un chemin différent et va avoir besoin d'un certain montant. Non, le marché évolue. Dans le cas présent, dans les Hauts-de-Seine, en 5 ans, on pense qu'il a plutôt évolué à la hausse, évidemment. Mais parfois, dans d'autres contextes ou d'autres marchés, c'est à la baisse par rapport au prix d'achat. Et donc, il faut vraiment évaluer le bien à l'instant T et avoir sa valeur à l'instant T. Alors, pour démarrer, il y a un outil que les gens connaissent pas toujours, mais que moi je conseille beaucoup, c'est d'aller sur son espace des impôts, impôts.gouv, dans lequel on va trouver, il y a une rubrique qui permet de trouver toutes les ventes réalisées, puisque l'État a ouvert la base de données et on la trouve dans son espace impôts.gouv. Ça permet de trouver les ventes qui ont été réalisées autour de chez soi, donc en entrant son adresse, et en gros de faire la moyenne du prix au mètre carré des biens qui ressemblent, qui sont proches du sien, et d'avoir une moyenne récente. Ensuite, il faut comparer son bien à ses ventes. Donc, je ne vais pas tout lister, mais il faut être objectif, évidemment, pour trouver le prix au mètre carré de son logement. Par exemple, si on est en rez-de-chaussée, ça peut décoter un prix au mètre carré de 15 à 20%. Si, en revanche, le logement est refait à neuf, ça apporte une surcote qu'en général, on évalue à environ plus 15%. Toute la liste, en fait, de tout ça, on peut la retrouver sur PAP. J'expliquerai après, mais on a, dans notre rubrique estimation, un article qui explique tout ça. Ensuite, on calcule la surface à prendre en compte. Dans les cas les plus simples, c'est la surface Carrez, mais on a parfois un extérieur, un sous-sol aménagé, etc. Donc tout ça, ça vient pondérer la surface qu'on doit prendre en compte. Et à partir de ça, on peut calculer du coup la valeur à l'instant T de son bien. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut aussi faire, c'est aller, il y a sur Internet aujourd'hui des outils en ligne, on en a un sur PAP, mais il y a d'autres sites qui proposent aussi des outils d'évaluation, et donc ça permet de valider ce qu'on vient de calculer et d'avoir une fourchette de prix qui va permettre d'avoir une bonne idée. Et ça va permettre à Caroline d'engager une discussion sereine avec son ex-conjoint, parce que c'est pas toujours facile dans ce genre de contexte, en sachant que la fourchette de prix qui est affichée à l'issue de l'estimation, ça va être le contour de la négociation, et que lui-même pourra aussi faire la même démarche, et du coup avoir son propre avis, et ils pourront du coup avoir une base de discussion. Et Laetitia, concernant les démarches, qu'est-ce que Caroline et son conjoint doivent faire pour concrétiser la cession de la part de Caroline ? Alors déjà, pour commencer, il faut vérifier la répartition du capital entre les ex-conjoints. En général, ça figure dans le titre de propriété. Si elle n'est pas mentionnée, on va présumer que c'est 50-50 entre Caroline et son ex-mari. Son ex-conjoint, pardon, parce que vous n'êtes pas mariés, mais pacsés. Si la maison a été acquise avec un crédit immobilier, il faut demander à la banque le montant du capital qui reste à rembourser. Vous pouvez l'avoir aussi, normalement vous avez un tableau d'amortissement qui vous donne le montant du capital qui reste à rembourser. Et donc, ce qui va rester à rembourser va être déduit de la valeur de la part à racheter, puisqu'en fait, il va falloir faire le calcul entre ce qui a déjà été remboursé, donc qui est la valeur réelle de la maison, de ce qu'on possède à l'instant T, le reste étant encore à la banque, en fait. Caroline, j'ai une question. La répartition de vos parts dans la maison, c'est quoi ? Alors, pour le coup, moi j'ai 30% de la maison et lui à 70%. Pourquoi vous posez cette question à Laetitia ? Parce que pour calculer ce que Caroline va pouvoir récupérer, il faut que je sache quelle est la répartition de cette part, d'accord ? Alors, je vais vous expliquer le calcul. Prenez de quoi noter. Donc, en gros, si votre maison, par exemple, vaut 500 000 euros, d'accord, il reste 200 000 euros à rembourser à la banque. La valeur aujourd'hui que vous possédez réellement, c'est 300 000 euros, d'accord ? Donc, dans cet exemple, votre conjoint devrait vous rembourser 30% de 300 000 euros, c'est-à-dire 100 000 euros, ok ? Et c'est lui qui supporterait seul le crédit qui reste à rembourser. Dans l'exemple qu'on vient de prendre, 200 000 euros. OK ? OK. Écoutez, en tout cas, bon courage. On espère que vous avez trouvé une bonne solution, Caroline. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Donnez-nous de vos nouvelles d'ailleurs. C'est le même numéro. On accepte aussi les bonnes nouvelles. Et parfois, on aime bien reprendre des nouvelles aussi de ceux qui nous ont contactés sur Sud Radio. Vous tous qui nous écoutez, c'est le même numéro. Tout de suite, place au bien coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur.
vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on reste un petit peu encore avec vous. Qu'est-ce que vous nous avez déniché ce matin sur PAP.fr ? Alors cette semaine, je vous ai déniché un bien un peu atypique. C'est une petite maison dans l'Écusson. L'Écusson, c'est situé dans le centre historique de Montpellier. C'est face au Palais des Beaux-Arts. Et donc c'est vraiment un bel emplacement avec en plus l'avantage d'être à 400 mètres du tramway. Et c'est un gros atout puisque c'est une maison qui est située dans une impasse, donc à l'écart des nuisances. Et elle se présente comment cette maison ? Alors c'est une petite maison de ville qui est en parfait état. Elle est sur 3 niveaux. Elle a surtout beaucoup de cachets. Elle fait 53 mètres carrés, 2 chambres, et puis il y a une grande cave voûtée de 15 mètres carrés. Donc la maison est vraiment sympa. Elle n'est pas en copropriété, il n'y a pas de charge à payer, et donc c'est une alternative assez sympa à l'achat d'un appartement dans le centre-ville de Montpellier où on peut faire tout à pied. Et le prix de ce bien ? 249 000 euros, c'est-à-dire 4 698 euros du mètre carré. On est assez correct par rapport au prix à Montpellier. Merci beaucoup Laetitia. Bonjour Perrine Gautron. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous également, très belle année. Perrine, directrice du réseau immobilier Les Villas, vous nous emmenez où ce matin ? Alors on reste dans le sud avec ma villa coup de cœur ce matin. C'est une villa contemporaine avec une jolie piscine, 4 chambres. Elle offre une surface de 162 mètres carrés et elle est située près de Narbonne. Elle est près de Narbonne, d'accord. Elle est proposée à quel prix elle est proposée, pardon ? Au prix de 645 000 euros. D'accord. Elle est située dans quelle ville ? À Marc-Aurignan, exactement. D'accord, ok, très bien. Écoutez, merci Perrine Gautron pour ce coup de cœur, les images des biens présentés par Perrine Gautron ce matin et Laetitia Caron. On les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio et on peut aussi appeler le numéro 0826 300 300, je vous le rappelle avec plaisir, mon cher Marc, évidemment. C'est toujours le même numéro pour tous ceux qui se posent des questions, en tout cas sur leur logement. On reparlera logement la semaine prochaine, samedi prochain, dans On parle IMO avec Marc Ezrati. On va parler aussi placement, demain, avec un nouveau rendez-vous. C'est le retour de Thomas Binet sur Sud Radio. Osez investir à 9h45 le dimanche. La suite de votre journée, puisqu'on arrive au terme du grand matin week-end sur Sud Radio, on vous la présente tout de suite. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.